Je voudrais préciser en préambule que cette communication s'inscrit tout à fait dans les deux communications que nous venons d'entendre, à la fois sur la question de la sculpture comme signe, et également dans ses rapports avec la vie personnelle et les questions que pose une interprétation autobiographique et biographique de l'œuvre d'un artiste. Donc cette communication s'inscrit dans un double contexte. Je suis conservatrice au musée Picasso, mais aussi en voie d'achever une thèse qui porte sur la violence des artistes femmes de 60 à 85. Et je travaille ainsi depuis plusieurs années sur l'œuvre de Louise Bourgeois. Ainsi, cette communication doit beaucoup aux recherches et aux études menées par Marie-Laure Bernadac, à la fois sur Picasso et sur Louise Bourgeois, et je l'en remercie vivement. Mon travail aujourd'hui va porter plus spécifiquement sur la singularité du passage de Louise Bourgeois à la sculpture, à la fin de l'année 41 ou au premier semestre de l'année 1942, à New York, dans sa maison, ou plus précisément sur le toit de sa maison, de la 18e rue Est, nommée bien justement, compte tenu de ce qui va s'y passer, Student's Folly. Alors je précise que Louise Bourgeois continuera en réalité à peindre jusqu'à la fin des années 40, et sa peinture s'enrichira profondément pendant ces années de ce dialogue avec la sculpture, comme vous le voyez ici avec la série des femmes maisons qui sont tout à fait architecturales. La sculpture de Louise Bourgeois dans les années 40, selon un motif que nous avons plus qu'exploré ces derniers jours, est ainsi une sorte de jardin privé, de jardin secret, comme elle le déclare à Deborah Wye en 1979 dans le cadre de la préparation de sa grande rétrospective de 1982. L'hypothèse que je vais défendre est que ce passage de Louise Bourgeois à la sculpture se fait dans le sillage de Picasso et tout contre, le surréalisme, tel qu'il est représenté à l'époque par un Max Ernst ou un André Breton. Je ne défendrai pas ici l'hypothèse de parallèle plastique entre l'œuvre de la française et celle de l'espagnole, même si ceux-ci sont nombreux. Je cite au passage, en guise d'introduction, les plâtres et latex que Louise Bourgeois va développer dans les années 60, puis les Nature Studies des années 70 et 80, qui doivent peut-être beaucoup aux plâtres et aux sculptures de Boisgeloup. On peut aussi penser à la question de la sexualité, évidemment, au rôle de l'agressivité, mais aussi à leur art consommé, surtout dans les dernières années de leur vie, de l'art du déguisement et de la mise en scène. Voilà. Donc c'est cependant ce que je voudrais envisager aujourd'hui est plutôt une attitude commune de la compréhension de la sculpture comme fétiche, à la fois au sens d'une pièce magique qui puisse être intercesseuse, mais aussi en tant que structure symbolique et sémiotique. Et il est fort probable que pour l'un comme pour l'autre, c'est parce que cette sculpture puisse avoir un rôle de signe, qu'elle puisse être perçue et avoir un rôle dans leur vie comme pièce, disons, puissante et magique. En effet, mais revenons tout d'abord en arrière pour évoquer le début, ce passage de la peinture à la sculpture chez Louise Bourgeois. En septembre 1938, Louise Bourgeois écrit à son amie Colette Richarme. Elle évoque sa transformation d'une partie de la maison familiale du boulevard Saint-Germain en galerie de dessins modernes. Elle raconte « Un jour, un ami qui m'avait acheté un Picasso et revenait me donner des leçons sur les écoles modernes en France et en Amérique m'a expliqué que nous pourrions peut-être travailler ensemble à New York. Entre des discussions sur les surréalismes et les rythmes nouveaux, nous nous sommes mariés. » Cet ami est Robert Goldwater, historien de l'art, qui vient de publier sa thèse sur l'influence des arts primitifs sur l'art moderne, que Louise Bourgeois envisage à l'époque de traduire. Elle le rejoint à New York en 1938. Que pensent les deux jeunes gens des surréalistes et de Picasso, puisque c'est ainsi qu'ils se sont rencontrés? Louise Bourgeois, je le rappelle, vivait à Paris, au-dessus de la galerie Gradiva, mais Bredon, à son grand âme, n'a pas souhaité l'intégrer au groupe des surréalistes. Sur le surréalisme, il est intéressant de voir combien les opinions des deux jeunes mariés concordent. En effet, dans la correspondance, les extraits de son journal intime et les divers témoignages qui ont été publiés, Louise Bourgeois exprime constamment un dénigrement du surréalisme reposant sur une accusation d'artificialité à laquelle elle oppose le vrai, incarné par Picasso, qui est aussi, je cite, « le peintre qui préside et oriente le groupe dans lequel elle travaille à New York ». Il s'agit du cours de Václav Vitasil, celui des American Abstract Expressionists. On lit le 6 mars 1939, toujours dans une lettre à Colette Richarme. « La vérité, le naturel, Pascal, Picasso, ne t'éloigne jamais de la vérité, quoiqu'au début elle semble banale. En peinture, la vérité, c'est la nature.
Tous les mouvements peints par Picasso ont été vus et sentis. Il n'est jamais théâtral. Les surréalistes sont théâtraux. La peinture à New York, celle qui veut être ou est à la mode, est théâtrale. À la même époque, elle étudie systématiquement les œuvres de Picasso reproduites dans Cahiers d'art. Elle cite dans ses lettres les années 33, 34, 35, c'est-à-dire les œuvres récentes. Et elle parle des Picasso de l'époque classique. Elle acquiert donc, avant même que Louise Bourgeois devienne Louise Bourgeois, une excellente connaissance de l'œuvre de Picasso. Elle évoque dans ses lettres la rétrospective de 1939 au MoMA, le 12 janvier 1940. Je cite. « Vous avez dû apprendre qu'il y avait eu ici une exposition de 400 œuvres de Picasso, 40 années de travail. Cela était si beau et représentait un tel génie et une telle somme de trouvailles que pendant 1 mois, je n'ai pas touché un pinceau. Abandon complet. J'ai nettoyé brosses, palettes, etc. et j'ai tout rangé. Cette source de joie éteinte, la vie devient déprimante. » De son côté, Goldwater, le mari de Louise Bourgeois, n'épargne pas les surréalistes et loue à l'inverse considérablement l'art de Picasso. Dans son ouvrage déjà cité, il écrit « En composant délibérément leurs sujets à partir de symboles iconographiques freudiens et en les haussant ainsi dans la conscience, les surréalistes altèrent leur sens en même temps qu'ils réduisent leur incompréhension. Ainsi, si le spectateur les prend au sérieux, les montres et les mouches de Dali touchent celui qui les voit et qui connaît Freud simplement comme de l'histoire psychiatrique. Sinon, elles deviennent des curiosités de technique et une référence littéraire obscure. Ainsi, le niveau surréaliste, auquel réel et irréel fusionnent et perdent leur sens, n'est jamais atteint. Au contraire, le primitivisme de Picasso est décrit par Goldwater comme un passage d'un intérêt pour la forme à son incarnation dans un contenu plus personnel, allant d'au-delà des mers au primitif intérieur. Je cite. Chez Picasso et chez Die Brücke aussi, il y a d'abord une impulsion venue de sources primitives, étrangères, qu'on remarque dans le contenu comme dans la forme. Elle diminue graduellement à mesure que le contenu s'élargit, devient plus vague, et ses associations plus individuelles, transférant son primitivisme d'au-delà des mers vers la psychologie personnelle ou vers le milieu personnel. Tandis que la forme, s'identifiant de plus en plus au primitivisme du contenu, se dilate elle aussi jusqu'à ce que les deux trouvent leur juste définition. Ainsi, Louise Bourgeois comme Goldwater considèrent, pour le faire bref, que les surréalistes, sur le plan de la création plastique, ont échoué. Leur art n'est pas d'inconscient, n'est pas vrai, du genre de vérité douloureuse que Bourgeois expérimentera bientôt, à mesure que ses troubles anxieux vont se développer, éloignés qu'elle sera des siens par l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, en 1940, viennent se télescoper dans la vie de Louise Bourgeois un ensemble de phénomènes. Choc de la récente rétrospective Picasso, qui provoque de réels doutes sur son talent de peintre, rupture avec l'Europe entrée en guerre et séparation forcée des siens, et de plus, comble du comble si l'on peut dire, invasion de New York par les surréalistes exilés, ceux-là même qui l'ont rejeté et qu'elle trouve théâtraux. Alors, à l'exception de Miro, mais on pourrait parler une autre fois des relations entre Miro et Louise Bourgeois. Comme le souligne Alice Mahon dans son livre Surrealism and the Politics of Eros, tandis que New York se passionne pour le surréalisme grâce aux diverses expositions d'art surréaliste bien connues, les surréalistes en retour se prennent de passion pour l'art américain indigène. Poursuivant les rituels développés en Europe et notamment la recherche d'objets trouvés chez les brocanteurs, ils se tournent vers ceux qui vendent des objets primitifs, visitent les collections d'art amérindien et sont accompagnés dans leur expédition d'artistes new-yorkais tels Joseph Cornell et Herschel Gorky. Ils visitent les territoires indiens, Ernst, l'Arizona, le Nouveau-Mexique et la Californie en 1941, avant de vivre en Arizona auprès des Hopis, des Unis et des Navajos de 1946 à 1956. André Masson s'installe en 1941 en territoire iroquois à New Preston, dans le Connecticut. Au printemps 1942, une photographie célèbre, reproduite dans un numéro spécial de View, un magazine à grand tirage, montre Max Ernst accroupi et partiellement dissimulé par tout un ensemble de poupées Kachina, Hopi et Zuni, comme faisant partie des leurs. Leur collection s'accumule. En 1946, Barnett Newman organisera avec Max Ernst une exposition d'art de la côte nord-ouest à la galerie Betty Person. Louise Bourgeois, artiste française, épouse de l'historien d'art Robert Goldwater, bientôt amie proche et intime d'Alfred Barr, est tout à fait au courant de ce phénomène.
C'est dans ce contexte que je place l'apparition des personnages comme véritable fétiche personnel, répondant à la fois à une anxiété croissante, aspect biographique, qui se transforma en grave dépression au début des années 50, mais aussi, aspect plastique et stylistique, réponse vraie, voulue sur le plan artistique, aux exotismes surréalismes. Il en va ainsi pour Louise Bourgeois de la définition même de l'art dans son rapport au vrai, ce qui va entraîner chez elle une redéfinition du primitivisme. Alors, que sont ces personnages ? Ce sont des assemblages de bois trouvés, souvent peints, mais parfois de bronze peint, ce qui est intéressant quand on pense à la pratique de la peinture du bronze chez Miro ou chez Picasso. Ils n'imitent pas les formes de l'art africain, Louise Bourgeois s'en est toujours défendue, mais davantage leur structure ou des éléments typiques comme l'adjonction de clous. À la différence des sculptures de Picasso et des masques extra-occidentaux, ces figures sont abstraites, le plus souvent, et donc modernes. Elles s'inscrivent dans une histoire de l'abstraction de l'époque. Elles sont ainsi repérées par Alfred Barr, qui acquiert la sleeping figure pour le MoMA. Elles constituent des structures, un réseau de signes, et ce réseau de signes, les différents éléments qui la composent, sont soulignés par le titre, qui est doté d'un contenu narratif. Par exemple, ici, celui qui écoute, Listening One. Dans son exposition en 1947, des figures s'intitulent « Figure qui apporte le pain »,« Une femme qui gravit les marches d'un jardin »,« Figure qui attendent »,« Statue pour une maison vide ». De 1942 au début des années 50, les personnages sont ainsi faits et refaits et créent un environnement personnel. Ils sont investis et réfléchissent des questions d'équilibre psychique. Nombreux sont d'ailleurs ceux qui évoquent les questions d'équilibre, l'enjeu de se tenir, celui de la maison. Louise Bourgeois, ainsi, dans une opposition, mais dans une construction de ce qui serait un vrai surréalisme, invente de vrais fétiches, c'est-à-dire vrais pour elle. Elle assume pleinement et consciemment la subjectivité de l'acte artistique, y compris en l'occurrence une subjectivité en souffrance, seule position valable et éthique selon elle. Tel Picasso, à partir de 25, dans un dialogue complexe avec le surréalisme, elle explore les pulsions, ici la crise, et en tire des objets cathartiques et intercesseurs, se faisant volontairement, donc il ne s'agit pas de quelque chose de totalement, d'une expression totalement spontanée. Elle souhaite ainsi se faire véritablement une moderne primitive face au spectacle surréaliste. Lors de l'ouverture de ce colloque, Werner Spies a rappelé que les sculptures de Picasso étaient comme des créatures avec lesquelles il vivait, que chez lui à Mougins, il était entouré de centaines de sculptures. Je cite que c'était un constat visuel de voir comment Picasso tenait à la sculpture, comment il vivait avec la sculpture. L'année dernière, Diana Picasso, dans son intervention au colloque, a invoqué la manière dont Picasso jouait avec ses sculptures et les déplaçait comme des personnages dans son atelier, créant de petites scénettes superstitieuses peut-être, mais tout à fait humaines dans la pratique. Louise Bourgeois ne pouvait savoir cela, ou à moins qu'elle ait vu les photos de Brassailles ou qu'elle ait discuté avec les uns et les autres, mais elle a probablement compris la dimension généralement fétichiste à la fois au sens ethnographique et au sens sémiotique de l'art de Picasso, et elle développe avec ses personnages les mêmes pratiques. Elle vit avec eux sur le toit. Les personnages sont faits pour être manipulés grâce à des encoches. Ils n'ont pas de base, ils doivent être posés, appuyés, allongés. Comme en témoignent les photographies, alors peut-être pas celle-là, ils sont transportés, par exemple, dans la maison des Goldwater à Easton, dans le Connecticut. Ce sont des objets du quotidien, des fétiches familiers, des sortes de dieux-lards, auxquels certainement la famille accorde un statut particulier, au point de les emmener avec soi. On peut jouer avec, comme le font les enfants de Louise Bourgeois. Un dernier point sur lequel je voudrais insister dans ce parallèle entre Louise Bourgeois et Picasso, c'est leur commune conscience de ce phénomène dans leur rapport aux objets et aux sculptures. La célèbre citation de Picasso dans La tête d'Ossibienne, que je ne reciterai pas parce que je pense qu'elle a été 1000 fois citée sur le rôle des fétiches magiques, témoigne certes de sa superstition, mais témoigne surtout de sa conscience d'être superstitieux et même de sa volonté de l'être, selon cette idée qui est celle de Picasso, que rien de ce qui est humain ne devrait lui être étranger. Chez Louise Bourgeois, l'art intervient également dans un processus d'aller-retour et de répétition entre l'angoisse et son analyse, comme l'a démontré récemment la publication de ses écrits psychanalytiques. Je rappelle que Louise Bourgeois est une grande lectrice d'Anna Freud, de Mélanie Klein, que dans les années 50, elle envisage de devenir thérapeute pour enfants tout en faisant une psychanalyse. Donc c'est une femme qui est extrêmement consciente de ce qui se passe et qui ne cesse d'analyser ses propres troubles. Elle déclare encore, le 27 juillet 1995, « I am a fetishist at the level of the house, it leads nowhere », et plus loin, « Louise is anti-fétichiste, which is to say that » de substitute ce métaphore. Picasso,
De plus, lorsque Louise Bourgeois est au plus mal, elle ne crée pas, notamment au cours des années 50, pas plus que Picasso ne crée le matin, lorsque, comme le raconte Sabartès ou Françoise Gillot à Malraux, il ne se lève pas. Et vous voyez ici qu'encore le 24 août 1995, la première citation de Picasso dans ses écrits psychanalytiques, c'est « I do not search, I find », qui est donc une citation de Picasso, qui renvoie peut-être à l'idée que je trouve là où, à portée de main, c'est-à-dire en moi, autour de moi, je n'ai pas besoin de chercher, je n'ai qu'à me laisser courageusement aller. Ainsi, la création intervient dans le jeu, dans un entre-deux ludique entre l'angoisse et soi, lorsque l'on croit sans y croire, comme les Éthiopiens du Gondar. Merci. Merci beaucoup, Émilie, pour cet exposé et cette présentation dans le contexte de Louise Bourgeois, de la sculpture de Picasso et des résonances éventuelles qu'elle a eues donc, sur Louise Bourgeois. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Oui, Marie-Laure Bernadac. Je voudrais d'abord féliciter Émilie et la remercier d'avoir fait ce parallèle auquel je pense depuis longtemps, étant, comme vous le savez, passée de Pablo à Louise depuis un certain moment. Vous avez bien fait d'insister sur le rapport fétichiste, sur la sculpture comme fonction d'exorcisme, qui les relie vraiment tous les deux, puisque ce que vous ne dites pas, c'est que le petit personnage qu'on voit, c'est son fils Jean-Louis. Oui, et elle dit même que tous les personnages qu'elle a fait sur le toit, c'est tout le deuil de la France et tous les personnages qu'elle avait laissés et qu'elle recrée. Donc ça, je crois que c'est évident. Mais peut-être sur le plan formel aussi, on aurait pu... Alors, il y a aussi une petite imprécision. Elle ne commence la sculpture qu'après la peinture. Vous avez l'air de dire que c'est à partir de 41-42. C'est vraiment après 47, après les peintures, après les femmes maison. Et ce que j'aurais peut-être montré, parce que c'est un vaste sujet, ces fameux recueils de gravures, It Disappear into Complete Silence, oui. Ces recueils de gravures avec ces personnages de gratte-ciel qui annoncent les personnages sculptés. Mais en venant écouter plusieurs interventions à ce colloque, j'étais frappée comme on pouvait presque les mettre en relation avec les carnets de Picasso, avec ces espèces de sculptures abstraites qui sont comme des... on ne voulait pas It Disappear into Complete Silence, en fait c'est des gratte-ciels qui sont des personnages, c'est-à-dire des figures très 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 géométriques qui sont anthropomorphes et habitées. Donc ce même rapport entre l'anthropomorphisme d'une forme apparemment abstraite, c'est identique chez Picasso et Louise. Et alors pour aller vite dans la biographie, puisque comme vous l'avez souligné, tous les deux ont ce rapport très très fort à l'autobiographie, c'est difficile de s'en séparer, même s'il faut de temps en temps le faire. Sur le plan anecdotique et biographique, je disais souvent, c'est qu'à 11 ans, elle dessine les pattes des chevaux manquants dans les tapisseries, tandis que Picasso, habitant, dessinait les pattes des pigeons de son père. Donc il y a tous les deux le rapport à l'atelier familial ou à la famille, qui est très très important. Et à la fin de leur vie, tous les deux sont obsédés par le couple, par l'érotisme, par les baisers, et consacrent la majeure partie de leur dernière période à la gravure. Donc ça aussi, je crois qu'il y a une dernière période de Picasso et une dernière période de Louise Bourgeois qui ont des relations très 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 fortes. Bon, en tout cas, bravo pour cet éclairage et merci. Merci. Pour répondre sur les points que vous avez évoqués, effectivement, les sculptures, d'ailleurs on le voit quand on regarde les dates, apparaissent, enfin sont telles qu'on les voit, sont plutôt faites à la fin de la guerre et après, mais dans sa biographie, elle dit qu'elle commence à bricoler... Voilà, dans ces années-là. Donc c'est vraiment le tout début et la sculpture prend de l'essor un peu après. Alors sur les gravures, je voulais peut-être en parler, mais il y a It Disappeared into Complete Silence et il y a aussi The Puritan. Donc à propos du débat que nous venons d'avoir, chez Louise Bourgeois, effectivement, la série The Puritan, qui est une évocation d'Alfred Barr, renvoie très littéralement à ces rapports entre peinture et sculpture. Et après cette série, elle arrête la peinture, si je ne me trompe pas. Mais elle continue les arts graphiques. Mais n'ont pu devenir artistes qu'aux États-Unis. Donc là aussi, il y a un paradoxe qui est quand même intéressant. On pourrait rajouter Gaston Lachaise aussi, donc français, qui lui aussi est très proche de Louise Bourgeois. Mais donc ce rapport de Paris-New York sur de l'érotisme français avec la vieille tradition qui ne peut finalement s'exprimer que dans un contexte puritain serait peut-être à creuser.
Merci beaucoup pour cette communication. J'aimerais savoir un peu plus sur comment vous pensez l'idée de Bourgeois que le surréalisme était théâtral. Qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? Alors, peut-être ça demanderait tout un... C'est elle qui l'écrit, en fait. Et je vais remonter la photo de Max Ernst. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est qu'elle considère... Je pense qu'ils sont assez d'accord avec Goldwater. Ça part de cette hypothèse. C'est-à-dire que la critique que fait Goldwater dans son livre sur Primitivism in Modern Art, où il dit que les surréalistes, en fait, font du bricolage à partir de figures mythiques, mais que ça ne relève pas d'un engagement du soi, enfin d'une libération des pulsions. Je pense que Louise Bourgeois, ça, elle le trouve chez Picasso et qu'elle décide de le mettre en œuvre dans son travail. Mais elle le décide. Donc c'est ce processus-là, moi, qui m'intéresse, c'est-à-dire le fait que chez Louise Bourgeois, il y a cette décision de mettre en jeu, de jouer le jeu des pulsions et de l'archaïsme et de la névrose et de tout ce qu'elle raconte ensuite. Et ensuite, à partir de 82, elle ne parle de ses œuvres que comme ça, en ayant un discours qui relève de la cure analytique. C'est tout à fait une décision et c'est quelque chose qui correspond à ce qui la passionne. Et elle trouve que les surréalistes auraient dû s'engager vraiment là-dedans. Je ne sais pas si c'est clair. Je voudrais revenir sur la question du puritanisme. Parce que Marie-Laure Bernadac disait qu'il faut il faut creuser un peu la question. Alors, je vais juste donner une piste ou deux. En tant que Français vivant à New York, je n'ai pu comprendre la différence dans l'interprétation de l'art par rapport au puritanisme qu'en vivant au milieu de puritains. Je crois que quand je suis le jeune artiste qui va dans Soho à l'époque, je me souviens très bien que j'étais choqué d'entendre les artistes toujours parler de travail. Et très peu de place pour le plaisir. Donc j'ai découvert progressivement que quand on veut parler de plaisir, alors on vous disait même à une époque « Oh, you are too French ». C'est donc en vivant aux États-Unis qu'on voit ces différences. Les artistes américains, surtout les abstraits expressionnistes, ont vécu ça aussi en étant nés aux États-Unis. David Smith, par exemple, dit je peux faire ma sculpture en lisant un catholique irlandais comme James Joyce. Donc, David Smith sort de son calvinisme, de son puritanisme, grâce à ses lectures de James Joyce, par exemple. Voilà. Hello. I just got really shocked by this presentation of Louise Bourgeois. I think not because of the presentation, even though it was quite good, but because we did an exhibition a very short time ago in a Picasso Museum in Malaga, where I work with my team, which is here. And I did a reflection that was very interesting because the relation you did with the primitivism, I think it's a link that I got the sensation in this conference, I think as Louise Bourgeois did, when she went to the Picasso exhibition at MoMA in the 39. I think the concept of the original and the copy has been through all the symposium, and I have been digesting all the time from the first presentation, I'm even shaking, from the first presentation from La Coruña. I was thinking, oh, Picasso, 11 years old, he was copying doves in Malaga, he was after in La Coruña looking at all these statues. In the primitivism study that Carl Einstein did, that I think the reference that you mentioned are there, he said something that always I have in my mind, that the people get born always very original, and as far as they get old, they convert into a copy. I'm sure in German the translation is different to the and I think this reflection have been through all the conversations and conferences. And in here I can see that also. When the artists go to the MoMA and they see the Picasso exhibition, they don't want to be a copy, and they want to be original. And I think when they see that,
they see that artist that when he was very young, he was copying all the time. And when he gets old, he draws like a child and get the shock because that's what they want to do. And I think that all good artists, that when they see that exhibition, they feel the same and they become originals when they To get answer old. to your question, I don't know what Marie-Laure Bernadac thinks about the fact that Louise Bourgeois moves from, I have read from that to the plaster figures, but she was criticized by doing primitive sculpture, copies of primitive sculpture, because she was married to Goldwater and she knew Picasso. And at some point she stopped, and then 10 years later she moved back to maybe, I don't want to have a value because I don't like that, but she moved to something that we recognize more as Louise Bourgeois now. So maybe there is a problematic about the influence, copy, and what is primitive, and so that's voilà. Emily, is it okay? I just want to say, when I was organizing Picasso and American art a little over 10 years ago, I went to Bourgeois to ask her about her relationship with Picasso. And I would make just 2 points. One is that the statement that you quoted in her letter is truly remarkable. The sense of being entirely stopped in her work, the frankness of how overwhelmed she was by Picasso is unlike the responses that are recorded by any other artists I know of at that time. De Kooning said that the exhibition was overwhelming, and that was it. I don't know on the record any of the other male artist statements, but the sense of her openness in that letter and her willingness to say that is really remarkable for that time. The second is, I asked her, did she make work in relation to Picasso? And I thought she would say no. In fact, what she did was to bring out a painting which she had made in 1940, which she gave to us for the exhibition, and she identified as a self-portrait. She was drawing specifically on Picasso's use of multiple profiles, in this case using 3 of them to characterize different personas of her figure. And if you think about these slender silhouettes of figures pressed closely together in that painting, and where her sculpture was going soon after that, I think it's quite reasonable to make a direct relationship there. So I was really surprised at the degree to which she acknowledged a very serious relationship with Picasso, at least at that period of her work. Well, thank you very much.